Bonjour Bertrand Scholler, bienvenue sur Tribune Libre en partenariat avec la page YouTube Bertrand Scholler justement. Ce n'est pas notre première collaboration et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Vous êtes donc géophysicien, expert en géopolitique et stratégie, c'est bien ça? Oui. Avant toute chose, je tenais à lire une dédicace. Je dédie cette émission à tous les enfants israéliens et palestiniens victimes de la folie des hommes, de leur cupidité, de leur cruauté, de leur macabre volonté de contrôle et de pouvoir. Donc je vous reçois aujourd'hui pour parler de cette date sinistre du 7 octobre 2023. Que s'est-il passé ce jour-là? Alors le 7 octobre 2023, vers 6 heures du matin, il y a par la mer, par les airs et par la terre des terroristes du Hamas, ce que je les appelle les terroristes, puisqu'ils sont allés en direction de populations civiles à proximité du ghetto dans lequel eux et leur population sont enfermés depuis des années pour prendre des otages, manifestement pour tuer aussi des civils sur leur chemin et vers les cibles en fait qui leur avaient été attribuées. C'est une très très grosse opération, puisque c'est pas quelques dizaines de terroristes qui sont sortis, mais des centaines. Alors on parle de 1500 à 2000, et bon, ils ont tous été liquidés. Il y en a peut-être encore qui sont ce qu'ils appellent les cellules dormantes, hein, c'est-à-dire ils sont arrivés à sortir, ils se fondent dans la population et ils peuvent être réactivés dans les jours ou les semaines qui viennent avec des missions spéciales. Ce qui fait dire qu'il y a un niveau, à certains experts, qu'il y a un niveau de préparation à cette opération pour avoir autant de personnes avec autant de moyens humains d'une part, mais techniques, donc des parapentes, des deltaplanes, des bateaux, des explosifs pour faire des brèches dans le mur, du matériel sophistiqué. On a vu des tractopelles, etc. pour ouvrir des brèches, des grandes brèches. Donc il fallait beaucoup de préparation d'un côté et énormément d'impréparation de l'autre. Puisque pour essayer juste d'être très clair, après les opérations de 2014, le Mossad avait confirmé qu'en fait il avait toujours une connaissance assez fine de ce qui se passait dans Gaza, puisque à l'intérieur du Hamas, il y avait au moins en permanence une cinquantaine d'agents du Mossad qui étaient infiltrés. On peut dire que le Mossad est un des appareils sécuritaires les plus performants au monde? Oui, oui. Bah, alors il y a plusieurs branches de surveillance. C'est comme aux États-Unis, FBI, CIA, etc. Donc il y a la même chose en Israël. Je ne vais pas citer tous les noms, mais il y a un monitoring complet de toutes les conversations téléphoniques qu'il y a dans la zone. C'est-à-dire que sachez que si vous êtes au Proche-Orient, vous êtes entendu entièrement. Alors la NSA fait ça à l'échelle du monde, mais Israël fait ça à l'échelle du Proche-Orient. Donc il y a une connaissance très fine de toutes les conversations. Et on essaye de nous dire que non, ils ont réussi, un peu comme la même histoire avec Ben Laden, depuis ses grottes d'Afghanistan, soi-disant, il communiquait avec des post-it et des pigeons. Il est quand même assez invraisemblable de penser comme ça, vu que le Hamas est une organisation qui a des dirigeants un peu partout au Proche et au Moyen-Orient. Donc on cite beaucoup le Liban et le Qatar, en fait, qui sont des endroits où sont logés certains des chefs de ce mouvement palestinien. Donc un mouvement qui, je rappelle, est né, et ça a été confirmé par de multiples vidéos, de multiples témoignages, qui est né d'une volonté également d'Israël d'affaiblir l'OLP de Yasser Arafat, qui était en train de gagner la bataille de la communication et la bataille au niveau des Nations Unies et au niveau du monde entier pour permettre la mise en place de cette solution à deux États. Mais revenons au 7 octobre, donc des images très fortes qui ont assez vite été comparées à Pearl Harbor ou au 11 septembre par énormément de médias. Et on a parlé immédiatement de femmes, d'enfants assassinés, etc. Et ça a continué de façon graduelle. Mais en parallèle, beaucoup de gens se sont demandé comment ça avait été possible. Donc, comme je l'évoquais, avec les gens qui sont infiltrés. Mais au-delà des gens qui sont infiltrés, on a appris que l'Égypte avait prévenu
et y compris le ministre de la Défense égyptien avait prévenu directement Netanyahou au téléphone, et au début, le gouvernement Netanyahou a nié, donc ils ont fait non, non, c'est pas vrai, puis devant les preuves accablantes, puisque toutes ces conversations évidemment avaient été enregistrées par le ministère de la Défense égyptien, ils ont été obligés de reconnaître. Mais entre-temps, la dynamique de la guerre totale était rentrée, c'est-à-dire que les images, tout invraisemblable qu'elles soient, de 1500 à 2000 terroristes qui puissent rentrer impunément et en profondeur à l'intérieur d'Israël, quand on sait que non seulement c'est un pays qui est hyper surveillé, mais pratiquement tous les habitants sont des militaires. C'est-à-dire que le service militaire en Israël, il dure 3 ans. Pour vous donner une idée, il n'y a plus de service militaire en France. À l'époque où il y avait encore un service militaire, c'était un peu moins d'1 an. Mais les Israéliens, un peu comme les Suisses, en fait, le peuple et l'armée en Israël. Et c'est pourquoi ce petit pays du Proche-Orient est capable de mobiliser en quelques jours 500 000 personnes. C'est-à-dire plus de soldats quasiment que l'Ukraine au début de l'opération spéciale russe, alors que ça faisait depuis 2014, à écouter Hollande, Merkel et tous les autres, qui préparaient, entre guillemets, cette guerre contre la Russie. Des hommes et des femmes, d'ailleurs. Alors des hommes et des femmes, et puisque les femmes font également leur service militaire en Israël au même titre que les hommes. Et si vous avez l'occasion d'aller en Israël, et surtout dans les kibbutz en Israël, et encore plus dans les colonies, la West Bank, donc la Cisjordanie, là les gens se promènent tout le temps avec des pistolets à la ceinture, des fusils, la police est là, les colons ou les habitants des kibbutz, donc ils sont tout le temps armés parce qu'il y a ce sentiment de danger permanent. Et donc il faut bien avoir ça en tête, c'est quelque chose qui existe au sein de la société israélienne, c'est la peur du danger. Mais cette peur, elle n'existe pas du tout de la même manière à Tel Aviv ou ailleurs, elle existe véritablement dans les zones qui sont contestées. C'est pour ça que j'évoquais essentiellement les colonies, c'est-à-dire que là où à la télé on voit des échauffourées, c'est toujours dans les colonies, c'est-à-dire un territoire qui a été attribué aux Palestiniens et qui est grignoté d'année en année par des colons israéliens et qui maintenant est complètement entouré de murs, les routes sont coupées, c'est-à-dire que pour aller d'un village à l'autre ou d'une ville à l'autre en Cisjordanie, parfois pour aller juste à un rendez-vous médical, il faut changer plusieurs fois de véhicule parce qu'il y a des points de contrôle et donc même quelqu'un qui doit aller faire un examen médical en urgence pour faire 10 km peut mettre plusieurs heures puisque au contrôle en fait il va devoir changer de véhicule, il va devoir être fouillé, il n'y a pas de colonnes prioritaires, etc. Tout est fait en fait pour rendre la vie des gens absolument impossible, totalement insupportable et véritablement dégradante. Et les gens qui vont là-bas reviennent tous avec les mêmes images, avec le même poids dans l'estomac. Mais c'est vrai aussi pour la grande majorité des Israéliens qui ont conscience de ça, même si évidemment on est unis avec son pays quand on a ce sentiment de danger, puisque en fait la haine appelle la haine, appelle la haine, appelle la haine, et donc l'attitude belliqueuse des gouvernements d'année en année a créé une attitude évidemment réciproquement belliqueuse, mais pas simplement à l'échelle des Palestiniens, qui n'ont en général que des pierres pour riposter, en tout cas dans les territoires occupés, puisque de nuit comme de jour, les maisons sont fouillées, les expropriations ont lieu, mais pas parce qu'ils ont des armes, pas parce qu'ils veulent faire le mal, mais juste parce qu'ils se connectent au réseau d'eau, juste parce qu'ils essayent de faire pousser des oliviers, juste parce qu'ils ont un puits. Et en fait, en Israël, il y a des lois sur l'eau qui font qu'en réalité, les Palestiniens, ils sont chez eux, mais ils n'ont pas le droit d'utiliser l'eau. La consommation d'eau par Palestiniens en Cisjordanie, suivant les zones, c'est entre 20 et 70 litres par jour. Alors, quand je dis consommation, c'est à l'échelle globale, hein. C'est par individu, donc ça inclut l'eau pour le bétail, l'eau pour les plantes, l'eau pour se laver, l'eau pour consommer, c'est-à-dire l'eau qui est consommée dans cette région divisée par le nombre d'habitants. Donc il faut voir qu'en France, on a peur, si on n'atteignait pas les 500 litres par jour et par habitant d'eau, d'être en pénurie. Donc 550 litres en l'occurrence, et pour tous les Israéliens,
on est exactement sur les mêmes rythmes, un peu moins, ils sont plutôt à 370, 400 selon les statistiques. Et Gaza, c'est complètement différent. Eux, ils sont dans une enclave complètement fermée. Et donc, la manière avec laquelle les gens du Hamas faisaient savoir leur droit légal à la résistance face à une oppression, c'est un droit qui est reconnu par les Nations Unies. Il faut bien avoir ça en tête. J'ai appelé les gens qui ont visé les populations terroristes, parce que c'est la définition des Nations Unies, mais je rappelle que les Palestiniens ont le droit légitime à répondre à une oppression. C'est un droit légal qui a été validé par les Nations Unies à maintes reprises. Israël a été condamné à maintes reprises par les Nations Unies, même si la terminologie a changé dans les années 90, puisqu'il y a une grosse pression pour inverser, entre guillemets, la possibilité d'appeler un chat. Donc il y a aujourd'hui des limites très floues ou très rigides sur la possibilité de dire les choses, mais en tout cas, le peuple palestinien a le droit de résister à l'oppression, et ça fait partie des normes. Il y a des normes pour la guerre, et il y a des normes pour la répression, à la résistance à une oppression. Et donc, ils le font en général avec des requêtes. Mais des requêtes qui sont, d'une part, Israël a mis en place autour de Gaza ce qu'ils appellent le dôme de fer, et donc c'est très rare que les requêtes atteignent leur cible. Et donc, pareil, pendant les 2 premiers jours de cette opération, les roquettes ont atteint leur cible plus régulièrement. Alors, il y a eu plein d'explications. Il y en avait trop. Et donc, ça a saturé les systèmes de défense. Je veux bien croire absolument tout, mais là aussi, il y a pas mal de personnes qui s'interrogent comment autant de roquettes ont pu être tirés sans avoir attiré l'attention sur place de la population qui n'avait pas envie de ça, parce que la population sait très bien que des actions ont des conséquences. Ils ont déjà vécu 6 guerres en 18 ans. Il faut savoir que depuis 2015, il y a eu 6 guerres qui ont touché le territoire de Gaza, à chaque fois avec des milliers de morts et des infrastructures complètement détruites. Toujours pareil, les Nations Unies et les grandes organisations humanitaires qui vont là-bas, à commencer par MSF, mais bien d'autres, donc Médecins sans frontières, mais plein d'autres organisations, disent que la vie à Gaza n'est pas possible, c'est invivable. L'eau est polluée, les quantités de nourriture qui sont données, parce qu'il n'y a aucun accès à la nourriture par la mer et par l'Égypte, donc tout arrive d'Israël, mais pas comme cadeau. Tout ça est financé, entre guillemets, par des pays amis de l'humanité. Je ne suis pas en train de dire des pays amis de la Palestine, puisque les Américains donnent de l'argent, les Européens donnent de l'argent, les Russes donnent de l'argent, le monde entier donne de l'argent, sur lequel Israël prélève l'essentiel pour apporter, entre guillemets, la nourriture, puisqu'il y a une espèce de droit de péage qui est lié au contrôle, etc., etc. Donc ce n'est pas un travail qui est fait gratuitement, il y a un péage qui est pris sur le chemin. Et parfois, les denrées, elles arrivent périmées parce qu'en fait, elles ont attendu. Les frigos des camions ne pouvaient pas durer aussi longtemps pendant le passage. Et donc, les yaourts, tout ça est bon à jeter. On n'imagine pas. Moi, j'ai un artiste de la galerie qui, après son service militaire en Israël, puisqu'il a voulu faire de l'humanitaire, parce que ce qu'il a vécu et ce qu'il a vu et l'attitude qu'il a vraiment observé de certains de ses co-appelés, entre guillemets, l'a tellement fait souffrir qu'il a voulu rendre les choses. Mais aussi, il est devenu presque suicidaire avec lui-même, tellement il se sentait coupable de faire partie d'un régime aussi sévère, entre guillemets, avec son voisin. D'ailleurs, à ce propos, il y a des manifestations contre Benjamin Netanyahou, oui. de la part du peuple israélien qui l'accuse d'avoir du sang sur les mains. On peut se poser la question, en fait, quelles sont les raisons, selon vous, de ce laisser-faire, laisser-passer du 7 octobre, qui semble être en tout cas un laisser-faire, Alors, laisser-passer. Aujourd'hui, toujours pareil, après quelques jours d'émotion, après quelques jours de deuil, et d'ailleurs je dois dire, exactement comme vous avez dit en introduction, Stéphanie, que moi aussi je pleure les victimes, quel que soit leur camp, ni plus ni moins.
Mais c'est pas parce que j'ai beaucoup pleuré les victimes dès samedi, et je l'ai exprimé maintes fois, que tous les jours, je vais devoir pleurer les victimes, parce qu'il y a des milliers de nouvelles victimes. C'est-à-dire, les victimes d'un jour ne légitiment pas des victimes pour toujours. Sinon, c'est la surenchère. Exactement. Non seulement c'est la surenchère, mais c'est aussi une licence to kill, comme dirait James Bond, c'est-à-dire l'autorisation de tuer de façon indiscriminée qui a été donnée à Netanyahou par la France en tête, et on voit l'ordre dans lequel les documents ont été signés, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et les États-Unis, qui ont un énorme porte-avions sur zone, le plus grand bateau du monde, qui fait plus de 300 mètres, à l'intérieur duquel il y a plus de 300 avions de chasse, c'est-à-dire il y a plus d'avions sur ce porte-avions que la France n'en a pour l'intégralité de son territoire, et qui est vraiment un outil de dissuasion très fort. Et qu'est-ce que vient faire ce porte-avions pour aider Israël face au Hamas, alors qu'il y a quasiment plus de soldats dans Israël que d'habitants, et qu'il y a plus de bombes qui ont été livrées ou qui sont disponibles en Israël que d'habitants. Les 2 premières nuits, il est tombé sur Gaza plus de 40 kilos de bombes par habitant. Il faut juste réaliser le nombre de bombes qui sont tombées. Et la nuit d'avant-hier, je n'ai pas regardé les infos pour la nuit dernière, parce que je ne peux plus regarder les infos tellement elles sont épouvantables. C'était la nuit où il y a eu le plus de bombes, alors qu'il y avait eu un soi-disant espoir d'ouverture des portes à Rafah pour permettre aux vivres, aux médicaments et aux ambulances de rentrer, et surtout à l'essence, pour permettre aux ambulances de faire le travail, et surtout pour permettre à des pelleteuses de déblayer les corps. Il faut imaginer des corps sous des tas de gravats, l'odeur de la mort qui rôde dans Gaza, mais dans des proportions comme jamais. Parce que c'est la première fois qu'en fait, ils n'ont plus la possibilité d'avoir des équipements pour retirer leurs morts. Et donc, il y a déjà des milliers de morts qui ont été constatés, mais avec les règles des organisations humanitaires et de l'ONU, c'est-à-dire des corps qui sont vraiment physiquement constatés, mais personne n'a la moindre idée du nombre de disparus. Il faut imaginer que ce qui se passe, c'est comme un tremblement de terre. Vous savez, au début d'un tremblement de terre, les premiers jours, vous dites, on a déjà recensé 2000 victimes. Mais tout le monde sait très bien que s'il y a 2000 victimes identifiées au début, en fait, on va en trouver 50 000 ou 60 000. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Turquie, ce qui s'est passé en Syrie, mais ce qui s'est passé en Afghanistan, ce qui se passe à chaque tremblement de terre, ou la catastrophe en Libye des barrages. On ne va pas revenir là-dessus, parce que tout est intimement lié à l'attitude permanente des Occidentaux qui se prennent pour les rois du monde et qui ont l'impression de contrôler. Serait indirectement financé par nous, les Occidentaux, le Hamas? Oui, évidemment. Évidemment. De toute façon, alors on essaye, comme toujours, mais c'était terrible, parce que dès les premiers jours, dans les médias, etc., de créer un lien avec la Russie. Puisqu'il faut bien réaliser que la Russie, en réalité, est l'ennemi absolu, quasiment depuis la nuit des temps. Alors, je vais utiliser un espèce de mot qui fait toujours sursauter, mais les gens qui étudient l'histoire, ils remontent très loin aux sorcières de Babylone, aux khazars de la région d'Ukraine, etc., etc. Je fais des recherches, vous verrez, vous allez tirer sur une ficelle rouge qui va vous faire découvrir un monde que vous n'imaginez pas. Eh bien, la Russie est toujours celle qui a fait tomber le mal absolu quand il naissait quelque part. C'est les Russes qui ont arrêté, entre guillemets, les actions sanguinaires, j'utilise le mot des khazars en fait, qui étaient installés sur les routes commerciales, et c'est les Russes qui ont mis un stop à tout ça. Mais vraiment, il faut chercher, vous allez trouver beaucoup de sources. Et les Russes ont mis un stop à tout ça, et ils sont toujours détestés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, invariablement, la Russie est diabolisée. Alors que si vous allez en Russie, si vous découvrez en fait le peuple russe, il est en train de se redresser
après avoir vécu une souffrance incroyable. Il faut savoir que quand même les Occidentaux étaient à l'origine de la révolution en Russie. Les Occidentaux ont trahi les Russes à la fin de la guerre. Au moment des accords de Yalta, rien n'a été respecté. Il faut quand même imaginer que la Russe a payé de son sang. Plus de 27 millions de personnes sont mortes en Russie parmi les jeunes hommes pour terrasser le nazisme en Europe et permettre de retrouver cette situation de paix. Toute la partie que la Russie, l'URSS à l'époque, a récupérée, entre guillemets, sous son contrôle suite aux accords de Yalta, était la partie qui avait été entièrement détruite. Il n'y avait plus d'industrie, il n'y avait plus de machines, il n'y avait plus d'agriculture, il n'y avait plus rien. Alors que la partie ouest, c'était la Ruhr, les installations industrielles allemandes, rien n'avait été détruit. Donc l'Europe, en fait, a redémarré, en plus avec le plan Marshall extrêmement vite. Il n'y a pas eu véritablement de dommages de guerre très importantes. Et la Russie s'est retrouvée véritablement en décalage. Je vous rappelle qu'après la guerre, il y a eu des famines en Russie, donc tout ça a été accusé contre Staline. Mais si vous étudiez sérieusement l'histoire, vous vous rendez compte que c'est les conséquences, d'une part, du sang versé par la Russie pour gagner la guerre, mais surtout, ce sont les conséquences de notre attitude et du non-respect des accords de Yalta. C'est-à-dire que la Russie n'a jamais été aidée par quiconque pour se reconstruire. Elle a été immédiatement diabolisée. Tout de suite. Que les accords de Minsk, en fait, c'est pareil. Ont été mis au point. C'était une mascarade pour pouvoir armer l'Ukraine, jouer la montre, en fait. D'ailleurs, François Hollande et Angela Merkel l'ont reconnu. Oui, alors c'est... Ils l'ont avoué. Ils l'ont avoué. Pour préparer l'Ukraine à la guerre. Je pense que la Russie n'a jamais été dupe de ça, parce qu'ils ne sont pas dupes, les Russes. Mais à ce moment-là, ils n'avaient pas encore toutes leurs armes hypersoniques, etc., qui sont arrivées un peu après, et qui leur donne un avantage compétitif de 20 ou 30 ans. Mais surtout, et ça c'est vraiment important, à cette époque-là, la Russie essaie de sauver la Syrie. La Russie essaie de sauver la Syrie de cette révolution de couleur et d'éviter, avec Bachar al-Assad, que ce pays laïque du Proche-Orient tombe, qui est un pays extrêmement important, puisque c'est un pays frontière, oui, un pays carrefour, comme l'est l'Afghanistan, comme l'est l'Arménie. Donc c'est des pays carrefour par lesquels doivent passer les marchandises, doivent passer les matières premières. Et on sait très bien que cette révolution de couleur est liée à la décision de Bachar al-Assad de choisir le gaz iranien pour aller vers la Turquie et l'Europe plutôt que le gaz du Qatar. Et on retrouve toujours les mêmes qui sont impliqués, les mêmes mécanismes. Et pour la Russie, il faut savoir que c'est d'autant plus important la stabilité de la Syrie qu'il y a une base à Tartous, qui est une base navale russe sur la Méditerranée. C'est leur seule base. Les Américains, ils ont des centaines de bases dans le monde et des centaines de biolabs dans le monde. Ce n'est pas le cas des Russes. Donc ils ont la base aérienne des mines, et qui est très importante. Et on a vu à quel point elle était importante pendant, pour stabiliser, entre guillemets, et pour permettre à la Syrie d'échapper aux bons terroristes de l'Occident, puisque subitement les terroristes en Syrie qui est Bachar al-Assad, qui étaient les mêmes qui avaient tué les chrétiens d'Orient, devenaient des bons terroristes. Alors il faut savoir qu'en ce moment, la Turquie et la Russie essaient de réfléchir à faire un convoi humanitaire par la mer, puisque c'est extrêmement difficile par la terre, puisque Israël en est au 4e bombardement de Rafah pour empêcher, entre guillemets, les camions de passer. Vous imaginez des camions d'essence qui seraient bombardés, les conséquences terribles enfin, ce serait presque une déclaration de guerre à l'Égypte aussi, puisque l'Égypte est quand même souveraine à cet endroit-là. Et pourtant, Israël a décidé que non, parce qu'ils estiment que peut-être dans les camions, il y a des missiles, il y a des armes, il y a des choses, et donc ils veulent rien voir passer. Donc, selon vous, quel est le rôle de la Russie dans ce conflit? Alors justement, la Russie, aujourd'hui, son rôle, et c'est vraiment important de l'avoir en tête, c'est d'apaiser, d'éviter le chaos. Puisqu'en fait, le piège, c'est le chaos. C'est exactement le piège dans lequel tombe, et j'espère qu'on en parlera,
tous les pseudo-patriotes en France, en se mettant à détester, à attiser la haine de l'autre, etc. C'est le même piège à l'échelle locale, exactement comme avec le vaccin, où il y avait la haine des non-vaccinés, et ça crée une haine à l'échelle locale, ou même dans les familles, t'es dangereux, tu vas me tuer, tu me respectes pas, ou les amis qui voulaient plus voir, ou les adolescents qui pouvaient même pas avoir leur premier baiser ou leur première relation sexuelle, de peur que ça puisse les contaminer et qu'ils puissent tuer leurs grands-parents. Enfin, c'est un cauchemar. Et ben, il se passe exactement la même chose. Voilà, il faut choisir son camp impérativement. Même si on ne le veut pas. Exactement. Et ce que je voulais dire pour justement les Russes et les Turcs, c'est qu'ils essayent de faire ce convoi humanitaire. Et c'est là où on voit que le port de Tartous et la base aérienne des mines est hyper importante, puisqu'en fait, la sécurisation de ce convoi humanitaire de bateaux, on se rappelle, hein, il y avait eu la même chose en 2014, et les Israéliens avaient saisi les bateaux, il y avait eu des morts et tout, ça avait été vraiment quelque chose d'assez terrible. Sauf que là, les Russes voient comment, en fait, ils peuvent protéger ça. Et il peut se passer une catastrophe, parce que je vous rappelle que Israël n'est pas dans l'OTAN, mais la Turquie est dans l'OTAN. Et donc, en imaginant que des bateaux militaires turcs décident d'escorter ce convoi et qu'Israël décide d'attaquer les bateaux turcs, il y a quelque chose qui s'appelle l'article 5. Et donc, en fait, le porte-avions américain au large d'Israël, d'un seul coup, il n'aurait plus le droit, par rapport à l'OTAN, de cibler Gaza. Il devrait cibler Israël, puisque Israël deviendrait l'ennemi. Donc, on est dans un embryo pas possible, puisque la Turquie est dans l'OTAN, mais veut protéger les populations civiles de Gaza. Évidemment, la Russie, elle le dit depuis le début, elle veut protéger les civils, les innocents, qu'ils soient en Israël ou qu'ils soient en Palestine, Gaza ou West Bank, parce qu'on a tendance aujourd'hui à ne regarder que Gaza et à oublier la douleur et le fait que tous les jours en ce moment, dans la partie ouest donc, de la Cisjordanie, il y a des morts parmi les Palestiniens, tous les jours. Parce que malheureusement, comme toujours, il y a des colons et des personnes qui profitent de finalement cette situation pour s'attribuer des choses. Il y a des appartements à Jérusalem qui sont confisqués comme ça. C'est-à-dire que les personnes reviennent de la messe ou reviennent et il y a quelqu'un qui a pris possession de leur appartement et qui n'aura aucun moyen. Alors ça arrive aussi ici, on appelle ça les squatteurs, mais la loi nous donne des petites possibilités de faire partir les squatteurs. Il faut savoir que ce qui se passe ici ne se passe pas du tout de la même manière. Parce que quand vous êtes extrêmement pauvre, palestinien, etc., vous n'avez pas les moyens de vous payer un avocat. Les meilleurs avocats ne vont pas forcément savoir vous défendre. Et il y a tellement de sujets sur lesquels les dons de personnes qui voudraient aider à plus de justice en Palestine n'ont à se battre. Ne serait-ce que donner du lait pour les enfants, d'avoir des sages-femmes ou des maternités. Enfin, on n'imagine pas. Là, les derniers chiffres des associations humanitaires, c'est des centaines de lieux de soins qui ont été bombardés. À Gaza, il n'y en avait déjà pas assez. Mais maintenant, c'est inhumain. Les images sont inhumaines. Et en Israël, de même? Ah ben non, Israël, il y a eu effectivement des images du kibbutz, mais on n'a évidemment pas vu énormément d'images. Il y a des témoignages qui sont extrêmement troublants. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a été pris en otage et qui dit « mais ils étaient très sympathiques et ils m'ont même demandé l'autorisation de se servir en banane ». Mais maintenant, il y a un autre témoignage de quelqu'un qui dit « j'y étais ». Et la personne y était. J'étais dans ce kibbutz. Et quand les soldats de Tsahal sont arrivés très longtemps après, et on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas répondu à nos appels au secours, etc., ils ont tué tout le monde de façon indiscriminée. C'est-à-dire les otages et les terroristes. Et ça fait partie de la politique israélienne. Tout le monde a vu à Munich pendant les Jeux Olympiques, c'est ce qu'on appelle la doctrine Hannibal, qui fait qu'en fait, depuis Golda Meir, on ne négocie pas avec les terroristes, on les tue. Et s'il y a des otages, malheureusement, ils vont y passer, mais il faut que les gens sachent qu'Israël ne négocie pas avec les terroristes.
Il n'y a pas de négociation. Alors, il y a eu des négociations avec le soldat Gilad Shail qui a été échangé. Mais pratiquement immédiatement, toutes les personnes qui avaient été libérées, d'abord elles ont été reprises par le Mossad ou la police, etc. Donc ils n'ont pas été libérés très longtemps, ou ils ont été assassinés, ou ils étaient malades. Enfin, ils avaient, pendant leur temps en captivité, chopé des maladies plus ou moins incurables. Enfin, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Ils n'étaient pas forcément dans des meilleures conditions dans les prisons, puisque si Gaza en prison est trop gentil, entre guillemets, puisque dans une prison vous êtes enfermé parce que vous êtes coupable, il faut savoir qu'à Gaza, les gens sont enfermés sans aucune culpabilité. Vous imaginez, c'est-à-dire... Non, ils sont pas... Mais il y a aucune... Mais il n'y a aucune raison de procès. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils sont nés au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ça qu'il faut vraiment intégrer. Est-ce qu'il y a une notion de sacrifice pour créer cet état de sidération dans les populations? Bien sûr, mais on sait très bien, quand on étudie avec un tout petit peu de sérieux tous les grands événements de l'histoire mondiale, que ce soit Pearl Harbor, que ce soit Hiroshima, parce qu'à Hiroshima, les Américains, ils ne parlent pas aux Japonais. Ils n'ont pas besoin de faire exploser 2 bombes. Les Japonais, ils ont déjà perdu la guerre à ce moment-là. La reddition, elle est instantanée parce que de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire qu'une reddition face à des psychopathes qui sont capables d'envoyer 2 bombes atomiques sur des populations civiles. Qu'est-ce que vous pouvez faire face à des psychopathes comme ça? À part, imaginer. Mais en réalité, les Américains, ils parlaient aux Russes. Les Américains ne parlaient qu'aux Russes. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé le sacrifice des Japonais pour parler aux Russes. Alors Pearl Harbor, c'est un peu compliqué d'en discuter, mais prenons le cas du 11 septembre où il y a tellement de tours qui sont tombées sous l'impact de 2 avions. Alors il faut imaginer qu'en fait, dans un avion, le carburant, c'est juste contenu dans les ailes. Donc vous voyez la taille des tours. Et donc vous avez l'équivalent, ce serait une piscine olympique et un verre d'eau en fait. Et donc avec le verre d'eau de carburant, vous avez fait s'effondrer en fait une tour de la taille d'une piscine olympique sous prétexte que les avions sont rentrés dans la structure la plus solide du monde, structure avec noyau central et noyau extérieur. Donc je ne vais pas faire une démonstration très longue, il y en a suffisamment. Mais ça ne tient pas scientifiquement. Donc ce sont les armes à énergie dirigée probablement, qui ont créé d'ailleurs cette sensation de chaleur que ressentaient les individus. Et de mise en poussière en fait, surtout des étages. Il y a beaucoup de choses qui sont étudiées, mais de toute façon, sans aller chercher jusque-là. Regardons juste le Pentagone. On n'a jamais trouvé les moteurs de l'avion. Or, les moteurs, elles sont faites dans des métaux qui ne peuvent pas fondre en dessous de 3000 degrés. Heureusement d'ailleurs, vous imaginez, si vous êtes en plein vol et que le moteur se met à fondre parce que ça chauffe, c'est pas possible. Donc c'est des métaux, des alliages qui font que les moteurs ne chauffent, enfin chauffent énormément, mais ne fondent pas. Et là, on n'a pas retrouvé les moteurs. Alors que si vous avez regardé ne serait-ce qu'une émission de forgerons, etc., pour atteindre des grosses températures, il faut une fusion très chaude et un environnement clos pour que la chaleur reste, parce que sinon elle se disperse dans la nature. Et ça permet de faire un clin d'œil effroyable à ce qui s'est passé avec Notre-Dame, où l'enquête n'a pas abouti et où évidemment on sait toutes les personnes qui sont un tout petit peu sérieuses, à commencer par l'architecte des monuments historiques qui s'est exprimé à la télé avant que ce soit interdit. C'est-à-dire qu'il est interdit maintenant à des gens de ce profil de s'exprimer là-dessus sans demander l'autorisation. De même qu'il est interdit aux médecins de s'exprimer en dehors de la doxa officielle. De même. On vit dans un régime de censure parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que la vérité soit connue. Et ça, c'est effroyable. Ça, c'est voilà. La pire des choses, une prison mentale. Oui. Pour en revenir au conflit israélo-palestinien, donc cette poudrière à laquelle on a mis, je pense, volontairement le feu, quelles peuvent être les conséquences sur les BRICS? Alors, c'est une très bonne question. Les BRICS ont fait déjà leur rôle principal, le rôle principal de l'accroissement de taille des BRICS suite à leur 15e sommet à Johannesburg cet été, 15e ou 21e, je ne sais plus. Enfin, ils avaient leur sommet et les BRICS sont passés de 5 membres
dont le nom faisait les initiales de BRICS, hein, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, mais c'est South Africa, donc S. Et là, ça devient BRICS plus 11, c'est-à-dire 6 nouveaux membres. Donc 5 plus 6, et les nouveaux membres sont l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Argentine. L'Algérie, pas encore. Non, l'Algérie, pas encore. Et j'insiste sur les pays, puisqu'en fait, on a l'Iran, on a l'Arabie Saoudite, on a les Émirats Arabes Unis et on a l'Égypte. C'est-à-dire qu'on a 4 pays qui connaissent particulièrement bien dans leur chair le problème de cette guerre perpétuelle au Proche-Orient. Et donc, c'était un message des Russes et des Chinois, et qui avait réussi à convaincre les Indiens, les Brésiliens et les Africains du Sud. C'était très facile de convaincre les Africains du Sud puisqu'ils ont vécu l'apartheid, donc ils connaissent très bien ce genre de problème de guerre permanente. Et ils connaissent aussi les conséquences aujourd'hui, puisque les Africains du Sud savent qu'il y a une forme d'apartheid maintenant contre les Blancs. Donc il y a une espèce d'hystérésis. C'est-à-dire que quand on n'a pas véritablement pris en compte toutes les facettes et qu'on essaie de faire cohabiter, c'est très compliqué, parce que même s'il y a eu ce pardon généralisé, etc., qui était vraiment bien organisé par Frédéric de Clercq et Nelson Mandela, au moment de la fin de l'apartheid, hein, tout ça a été travaillé avec beaucoup d'intelligence. Beaucoup de personnes maintenant disent que la solution à 2 États aurait peut-être été favorable. Donc un État qui correspond à la province du Cap, qui aurait été avec les Afrikaners, entre guillemets, les Africains blancs, et le reste de l'Afrique du Sud, qui aurait été donné aux gens plutôt du côté de l'ANC, donc ce qu'en Afrique du Sud, on appelle les Noirs et les Colored. Et ces gens, entre guillemets, auraient pu cohabiter facilement, puisque dans la partie dite ANC, il y avait toutes les ressources, les industries, le charbon, etc. Et dans la partie dite africaine, il y avait plutôt les services, donc les assurances, les banques, les cabinets de conseil, et ils auraient travaillé ensemble. Et il y avait évidemment beaucoup plus d'argent, il faut le réaliser, dans la partie ANC, puisque c'est énormément de charbon, énormément de diamants, et toutes les ressources, entre guillemets, ne sont pas dans la province du Cap. Dans la province du Cap, c'est surtout le vin et les requins. Et dans le reste de l'Afrique du Sud, c'était là où coule, entre guillemets, à flot l'argent de ce qui sort de la terre. Donc c'était quelque chose qui aurait été, et qui avait été proposé par pas mal de monde, mais il y avait cette envie de créer la cohabitation. On sait que ça, c'est très difficile. Et là, il y a un retour de balancier, en fait, comme une revanche de l'histoire. Exactement. Mais qui est lié à cette pauvreté généralisée en Afrique. C'est-à-dire que ce que nous, on voit en France avec les flux de migrants, ça arrive exactement de la même manière en Afrique du Sud. Et donc la violence, elle n'est pas liée à la population qui a vécu l'apartheid et la fin de l'apartheid. Elle est liée à toute cette population qui arrive parce qu'on a détruit, nous, à nouveau, l'Occident, leur habitat et leur région de vie, que ce soit avec des financements de groupes terroristes ou avec l'alimentation de groupes terroristes, avec la chute de la Libye, parce qu'il faut imaginer que la chute de la Libye, et on y reviendra peut-être avec l'Ukraine, mais ça a entraîné des tas d'armes qui se sont dispersées en Afrique, des armes sophistiquées, de l'or, des chefs militaires, des chefs de tribus, etc., qui sont partis, entre guillemets, à la conquête de nouveaux territoires. Et d'ailleurs, la Libye est un pays qui est en guerre civile permanente, qui est complètement déstabilisé, alors que jusqu'à 2011, c'était vraiment le fleuron de l'Afrique. C'était le pays où le niveau de vie était le plus haut de toute l'Afrique, plus haut que l'Algérie, bien plus haut que l'Afrique du Sud, plus haut que l'Égypte. Mais c'était quasiment d'un niveau équivalent aux pays d'Europe. Mais ils ont voulu sortir du dollar. Ils ont voulu sortir du dollar, ils ont voulu aider l'Afrique. Non, c'est enfin, c'est pas une grave erreur, mais c'est une grave erreur aux yeux des Américains. Exactement. Et erreur que ne veulent pas faire les BRICS, puisqu'en fait, ils ne veulent pas remplacer le dollar, ils veulent donner du pouvoir aux monnaies. Et ça, c'est vraiment important d'avoir en tête. Les BRICS, contrairement à tous les bruits qui couraient, et ça a été dit et répété, ne veulent pas créer une monnaie qui est une alternative au dollar. Ils veulent que toutes les monnaies de toutes les nations existent en tant que telles. Et elles reposent sur un étalon or.
Non, en fait, elles reposeront vraisemblablement sur quelque chose de matériel. Donc, ça peut être des terres, ça peut être des entreprises nationales ou pas, ça peut être de l'or, ça peut être plein de choses. Mais surtout, en fait, il y aura un organisme qui est la Banque des BRICS et dont la mission, dont la présidente est Dilma Rousseff, hein, qui est une ancienne présidente brésilienne, mais dont la mission, et qui est basée en Inde, donc ils ont essayé vraiment de satisfaire tout le monde, mais qui aura pour mission, évidemment, elle ne peut pas être basée en Russie, parce que les Russes sont coupés du SWIFT et tout, mais qui aura pour mission de faire en sorte que toutes ces monnaies soient utilisables dans les échanges bilatéraux entre pays, mais même dans des échanges multilatéraux, comme c'est le cas de plus en plus avec le yuan, qui est une monnaie de réserve. Donc on imagine la puissance considérable de la Chine au niveau mondial, mais la monnaie chinoise, elle est à peine à 3 ou 4% des échanges mondiaux, alors que le dollar est au-dessus de 80%, l'euro aux alentours de 10%, le yen est à quelques pourcents, le franc suisse aussi, et toutes les autres monnaies ne sont pas des monnaies de réserve dans les échanges mondiaux. Et les monnaies de réserve, c'est ce que vous avez évoqué en disant l'or, c'est des monnaies qui sont censées avoir valeur d'or, entre guillemets. Mais en réalité, c'est juste du papier imprimé. Et tous les gens qui ont fait confiance à ce système ont été trahis, évidemment depuis les années 70, mais encore plus trahis, puisque c'était la fin de l'étalon or, donc c'était vraiment devenu du papier et pas du papier convertible en quelque chose qui avait de la valeur. Mais là, c'est devenu extraordinairement malsain, puisque les États, avec la crise du Covid, et j'insiste bien sur le côté concomitant, les États avec la crise du Covid se sont autorisés, que ce soit l'Europe et surtout les États-Unis, à imprimer des milliers de milliards de leur monnaie, sans aucune contrepartie tangible. La dette américaine aujourd'hui, et je parle juste de la dette de l'économie réelle, c'est plus de 33 000 milliards de dollars. 33 000 milliards de dollars. Donc, mais les ça, guerres c'est... servent à éponger les dettes. Voilà. Finalement. Mais non, les guerres servent à continuer à prendre de l'argent aux autres pays et à maintenir, entre guillemets, la partie économie réelle de votre pays vivante. Mais les dettes ne peuvent plus être épongées. C'est-à-dire que tous les actifs des États-Unis, toutes leurs maisons, leurs entreprises, leur or, etc., ils ne sont même plus équivalents au montant de leurs dettes. Donc c'est un pays qui est en cessation de paiement totale, comme la France. Ils ne peuvent pas et ils ne pourront jamais rembourser leurs dettes. Et donc cette guerre, c'est même pas pour faire en sorte, et toutes ces guerres, de gagner de l'argent et de faire s'écrouler l'Europe ou le reste du monde, de mettre la Russie à genoux. C'est vraisemblablement un moyen de créer un chaos tel que quand ce chaos va arriver, le responsable ne sera pas l'économie de marché. En fait, l'économie de marché qui est en réalité une économie de vampire, c'est-à-dire il y a une toute petite minorité qui suce le sang de l'humanité entière. Mais elle ne le suce pas qu'économiquement parfois. On peut s'interroger sur la manière avec laquelle ça a lieu, parce qu'il y a tellement de choses épouvantables qui ont lieu, de disparition d'enfants, etc., que toutes les questions peuvent être posées. C'est une guerre spirituelle. Oui, c'est eschatologique, oui. On est véritablement, et ça je glisse encore un compliment à Elon Musk X, et c'est un de ses tweets qui est épinglé sur son profil. Elon Musk qui nous dit à tous, attention, c'est pas une guerre entre les démocrates et les républicains, c'est pas une guerre entre la droite et la gauche, c'est pas une guerre entre les musulmans et les juifs ou les chrétiens, etc. C'est une guerre entre les gens qui veulent sauver l'humanité et les gens qui veulent détruire l'humanité. Et il faut bien comprendre, il nous a alerté sur l'intelligence artificielle, il nous alerte sur la censure, et il se bat pour la censure. Il va nous alerter, je pense, très rapidement, parce que c'est des choses dont il prend conscience, sur l'alimentation, la balbouffe, c'est-à-dire que la nourriture est utilisée pour nous vacciner. Est-ce que vous savez que les cochons ont des injections à base d'ARN modifié pour les castrer? Et on leur injecte quasiment 1 litre, et ça s'appelle vaccin. Castrer un animal, c'est vaccin. C'est déjà le cas, vous dites? Ah mais c'est déjà le cas en centaines de millions. Et c'est Pfizer qui fait ça. Et c'est Pfizer qui fait ça. Pfizer a un produit qui s'appelle un vaccin qui est fait pour castrer les porcs, qui est utilisé pour les chevaux, qui est utilisé pour les poules.
mais en centaines de millions. Et alors la raison pour laquelle il faut les castrer, d'abord c'est compliqué, soi-disant, de les castrer en allant leur couper, ou parce que c'est un travail manifestement que même les fermiers n'ont pas envie de faire, donc le fait, parce qu'en fait, si le cochon n'est pas castré, sa viande aurait un goût qui ne plaît pas autant aux consommateurs. Et donc on vous empoisonne. Alors il faut se rappeler, on avait su avec les prions, que pour faire disparaître les prions, il ne suffit pas de ne pas manger la viande saignante, parce qu'en fait, il faut la chauffer à 1500 degrés. Donc, on la chauffe à 200 ou 300 degrés. Donc, il ne faut pas être naïf sur ce qu'il y a dans ces injections, avec les plantes, etc. De toute façon, maintenant, ils travaillent, et l'État américain dépense des centaines de millions pour vacciner avec des aérosols. Et donc, on peut faire un lien avec les propositions de Bill Gates pour le réchauffement climatique, de cacher le soleil de la Terre, de faire un écran. Alors, je ne voudrais pas rentrer dans toutes les conversations sur les chemtrails, etc., même si tout le monde a l'impression qu'il y en a de plus en plus. Sûr, oui. Mais quand on voit que maintenant, ça sort au grand jour, c'est terrifiant. Les gens qui chargent les bidons ont déjà témoigné dans Bien des sûr, vidéos. mais... Et je reviens sur l'affaire Epstein, où rien ne se passe, l'affaire Hunter Biden, l'état de santé de Joe Biden, etc. Enfin, on a vraiment l'impression d'être dans un film où on se moque de nous à longueur de journée. Mais c'en est malsain, parce que comment est-ce qu'on est dans une civilisation dite évoluée et où on se laisse berner? Vous savez, on dit toujours « Non, mais vous ne m'aurez pas 2 fois ». Mais en fait, c'est pas 2 fois que on se fait avoir. 1000 C'est fois. 10 fois, 20 fois, 1000 fois. Le même président qui nous revend à chaque fois la voiture la plus pourrie et qui nous endette. Et il faut voir les conséquences de tout ça avec l'effet boomerang des sanctions. C'est l'inflation. C'est aujourd'hui dans le bâtiment, qui était un des secteurs, ou la restauration, ou l'immobilier, qui étaient des secteurs où il y avait des tensions sur la main-d'œuvre, et c'était ce qui justifiait d'accueillir massivement aux États-Unis comme en France des migrants, une main-d'œuvre jeune, forte, malléable, qui acceptait de travailler dans des conditions difficiles. Surtout en Allemagne, où il n'y a pas de salaire minimum, ou aux États-Unis, il n'y a pas de salaire minimum. Les gens sont des esclaves, ils sont là à la sortie des magasins de bricolage, il y a marqué 3 $ de l'heure. Alors celui qui a marqué 5 $, à un moment, à midi, s'il a toujours trouvé personne qui le prenait, il va effacer 5 $, il va marquer 3 $, même s'il est expérimenté. C'est terrible, c'est de l'esclavage. Alors que les cours de bourse explosent et que les gens font de plus en plus de profits, en fait, cette souffrance humaine est utilisée, mais je voudrais dire presque pire qu'aux époques les pires de notre histoire. Et donc on a cet esclavage des gens. Exactement. Parce que ceux qui ouvrent leurs portes aux immigrés disent que c'est par philanthropie, alors qu'il n'en est rien. C'est pour exploiter ces populations qui sont dans la misère. Et pour créer les conditions de la haine. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui disent on ouvre pour le bien, en fait, on voit quand on étudie finement, et il y a plein de gens qui l'ont étudié, qui ont essayé de trouver d'où venait l'argent des passeurs de Libye vers Lampedusa, etc. Et ces ONG allemandes, ces ONG françaises, etc. Et bizarrement, les témoignages disent des gens qui passent « Ah ben non, j'ai rien payé, tout a été payé ». Et on se dit, mais historiquement, quand vous passiez illégalement, les familles s'endettaient pendant très longtemps pour envoyer leurs meilleurs, pour qu'ils renvoient de l'argent dans les familles, et puis qu'après ils reviennent pour se marier, mais pendant quelques années, en fait, ils aillent travailler, ils renvoient de l'argent à la famille. Mais comme ça s'est passé avec les Italiens, et parfois ils s'installaient, et il y avait une intégration, et ils étaient contents, et puis ils retournaient parfois passer leur retraite dans leur pays, où c'était l'inverse, enfin bref. Mais là, en fait, c'est des flux continus dans des nombres complètement incroyables, et qui signent l'échec des fondations de Soros. Et c'est pas moi qui dis, c'est pas un complot, ça a été démontré, c'est prouvé, c'est vérifiable. Mais pourquoi est-ce qu'ils payent des gens qui sont dans la plus parfaite égalité?
Pourquoi est-ce que ces gens-là se permettent de faire des choses illégales vis-à-vis de l'Afrique, illégales, et vis-à-vis de l'Europe, hein. Des gens qui ont pignon sur rue et qui contreviennent à la loi. Et pourquoi ces gens ne sont pas attaqués aujourd'hui? Pourquoi les gens qui sont sur les plateaux télé aujourd'hui et qui attaquent les musulmans, les migrants, ils attaquent les musulmans et les migrants et ils n'attaquent pas Soros, et ils n'attaquent pas Biden, et ils n'attaquent pas Macron? Il n'y a pas une espèce de complicité entre ces deux extrêmes? Pourquoi aujourd'hui l'extrême droite et la plupart des mouvements patriotes, ils sont main dans la main avec Macron pour créer le chaos en France, et LFI de la même manière est main dans la main avec tous ces gens-là? Pourquoi il n'y a pas de voix de raison dans notre pays qui dit mais tous ces gens-là sont la peste et le choléra? Tous nos partis politiques aujourd'hui en France, et je suis désolé de le dire, mais sont la peste et le choléra. C'est le mensonge absolu. C'est des gens qui sont en train de tout détruire. Et pourquoi? Qu'est-ce qui est rentré à l'intérieur d'eux-mêmes pour qu'il n'y ait d'une part plus d'humanité, pour qu'ils considèrent comme normal de détruire et de raser Gaza, parce qu'ils le disent aussi. Et donc on revient à votre première question. Mais pourquoi ils disent de la même manière, avec une telle violence, qu'en fait, tous ces gens qui essaient de s'insérer, etc., doivent être virés, mais qui créent le bouillonnement de haine? En fait, en faisant ça, qu'est-ce qu'on crée? On crée les conditions d'une révolution chez nous. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'âge. Je dis droit dans les yeux à tout le monde quand j'en parle à mes amis tunisiens, marocains, égyptiens, de n'importe quelle région, maliens, etc. Je leur dis toujours la même chose. Et ils sont ravis de l'entendre. Mais moi, j'espère que vous allez vivre chez vous et vivre bien chez vous et que vous n'aurez pas le rêve de venir chez nous. Et que de temps en temps, si vous venez, ce sera bien. Mais pourquoi vous pourrez le faire? Parce qu'on va arrêter de vous piller, on va arrêter de détruire vos pays, on va arrêter de vous donner des vaccins ou des injections, on va vous donner des puits, on va vous donner des écoles, et pour eux, on va construire des routes. Voilà, c'est une hémorragie démographique pour eux. Mais exactement, parce que c'est les hommes forts, c'est souvent les hommes intelligents et qui sont détruits et qui rentrent dans le cycle de la haine, etc. Parce que parfois on dit, mais comment il se fait qu'il y ait autant de prédicateurs Et puis on réalise qu'en fait ces gens-là, ils sont financés et ils sont très amis avec les pouvoirs en place. Ils sont instrumentalisés. Ils sont instrumentalisés, ils sont pilotés. Ils sont là, pas pour le bien de leurs frères musulmans. Ils sont là pour créer les conditions d'un espèce de chaos mondial qui est en train d'exploser. J'ai quelqu'un avec qui je corresponds quotidiennement qui est à Rafah et qui me dit, mais est-ce que l'Europe se rend compte du bouillonnement de la rue égyptienne? Ils sont en train de voir que l'Occident, dans son ensemble, n'a pas d'humanité. C'est vraiment important de le voir. Il me dit, mais je vous en supplie, dites-le. On aime la France, on aime l'histoire de la France, on aime les Français, on vous aime en tant que touriste, on vous aime. Mais qu'est-ce que font vos gouvernements? Qu'est-ce que font vos médias? Qu'est-ce que font vos partis politiques? Mais c'est... Et il n'y en a pas un pour sauver un autre. C'est-à-dire que j'en vois qui font des reportages et qui vont à Lampedusa et qui ramènent des vraies informations, mais qui instrumentalisent ces vraies informations pour créer la haine. Et moi, j'essaie petit à petit, mais parfois je me sens seul parce qu'on est attaqué de toutes parts, de dire, mais réfléchissez. La solution, elle est simple. Et la solution, elle est dans le langage de vérité des BRICS. Elle est dans le langage de vérité de Poutine, de Xi, etc. C'est que chaque peuple doit pouvoir vivre avec son peuple, chez lui, de ses propres ressources. Et si on aide ce peuple, c'est pas pour l'asphyxier pour les 30 ans qui suivent, avec des dettes impayables, insurmontables, parce que les travaux ont été réalisés dans des conditions de contrat abjects par des boîtes de conseil et des boîtes d'architectes et des boîtes de construction occidentales qui pratiquent des prix délirants et inacceptables. C'est le pillage des peuples. Oui. Et donc, c'est tout ce langage de vérité qui fait peur. C'est pour ça que les médias russes sont censurés. C'est pour ça qu'ils veulent censurer X. Parce que Elon Musk a dit, moi, je vais me battre autant que je pourrai et aussi fort que je pourrai
pour vous donner la possibilité d'être libre, de chercher la vérité sur cette place de marché qui confronte des mensonges et vérités. Mais sur Twitter, il y a un truc qui s'appelle Communauté Notes et qui permet de démasquer. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a une armée du monde qui s'appelle Tsahal, qui fait de la publicité pour montrer des images terribles. Et donc on voit que les images sont devenues des armes de guerre, sont devenues des armes de propagande. Mais on a reproché aux Russes, soi-disant, d'intervenir dans des campagnes électorales aux États-Unis ou ailleurs. Et ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont pas trouvé de traces. Rien du tout. C'était un mensonge. C'était un mensonge. Et là, on a l'armée d'une puissance étrangère qui a le droit librement de payer des campagnes de communication mondiale pour expliquer pourquoi elle a le droit de massacrer et de bombarder le ghetto de Gaza. Et je dis bien le ghetto parce que c'est la définition d'un ghetto. D'accord? Donc elle envoie des images... Ben, il suffit d'aller sur horribles, Twitter en fait, pour se rendre compte. Il y a Ouais, marqué lien sponsorisé. D'accord. C'est terrifiant et... Mais c'est pas terrifiant. Ça crée la sidération des cerveaux. Mais ça s'appelle une Manipulation. guerre psychologique. Oui. Mais je vais dire autre chose qui me choque encore plus, qui t'a choqué pas mal de monde sur les réseaux sociaux. C'est le nombre de personnes qui étaient extrêmement sympathiques, extrêmement gentilles, extrêmement non complotistes, accueillantes, et qui d'un seul coup ont l'air d'être des militaires qui se battent pour une cause qui n'est pas celle de l'humanité, et qui essaient d'expliquer « Non, non, mais vous n'y comprenez rien, c'est compliqué, et c'est normal d'agir comme ça parce que c'est des animaux, ces gens-là, et qui comprennent que la force, et c'est normal de les virer, etc. » Je pense que là, on est dans un domaine extrêmement passionnel. Donc en fait... Pas tant que ça, pas très... malheureusement, pas tant que ça. J'en parle avec pas mal de personnes qui ont exactement on sort de la passion, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont suffisamment d'expérience, qui ont suffisamment de métier pour pas réagir dans la passion, ou s'ils réagissent dans la passion dans l'instant, la raison revient. Parce qu'il y a suffisamment de messages dépassionnés, il y a suffisamment de messages intelligents qui circulent pour ne pas dire et ne pas laisser dire que l'inhumanité a son droit de siège au sein de l'humanité. Ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter, un nettoyage ethnique, donc vider la bande de Gaza, on ne peut pas l'accepter. C'est un crime de guerre. On ne peut pas accepter des ciblages d'universités, d'écoles, de lieux médicaux. Et l'anecdote du bouclier humain, quand il y a 2 500 000 personnes qui vivent dans quelque chose qui est grand comme la moitié de Paris, et dont à peu près le tiers ne peut même pas être habité parce que c'est dans des espèces de no man's land près des barrières. Et on revient au début comment tous ces no man's land, toutes ces barrières, tous ces murs, tous ces systèmes électroniques ont pu être franchis par 1500 personnes comme dans du beurre, et personne n'a réagi pendant pas mal d'heures. Et comment pendant 2 jours un kibbutz c'était... Enfin bref, il y a tellement de choses qui ont lieu et qui sont... mais qui défient l'entendement, en fait, qui défient l'humanité. Quelle que soit l'ethnie, on ne peut pas accepter un nettoyage ethnique si on est un humaniste. Non, Et mais surtout, il faut vraiment avoir en tête que dans l'analyse des choses, c'est formidable d'analyser l'histoire et d'avoir la mémoire de l'histoire. Mais en tant qu'humain, ce qui doit intéresser l'humain, tout humain, c'est qu'est-ce qui se passe au temps T. On peut comprendre, on peut enquêter, mais on doit enquêter dans toutes les directions avec beaucoup d'honnêteté, mais véritablement. Mais en tant qu'humain, on doit regarder ce qui se passe à un instant T. Et pour finir, quelle issue voyez-vous à ce triste conflit ? Moi, je suis très rassuré, je dois vous avouer, extrêmement rassuré par la capacité qu'ont les Russes et les Chinois, qui ne s'expriment pas beaucoup, à calmer les Iraniens, les Algériens, sans doute les Égyptiens, avec qui ils ont vraiment beaucoup de dialogue, puisque l'Égypte rejoint les BRICS, donc elle a fait cette demande. Et en faisant la demande, les Égyptiens savaient très bien ce qu'il fallait. Les Saoudiens, sans doute les Émirats Arabes Unis, évidemment l'Iran, la Syrie et le Liban. Et donc
éviter cette escalade, éviter de transformer en poudrière. Mais Nucléaire. Malheureusement, une guerre mondiale, bien sûr. Le nucléaire, puisque Ce serait automatique. À l'arme nucléaire. Oui, mais le problème, c'est pas, je ne sais pas si l'Iran a l'arme nucléaire, et puis ça n'a pas d'importance. Il n'est pas le seul. Parce qu'en fait, l'Iran, c'est une puissance considérable. Et donc, si l'Iran décide d'envoyer des pluies de missiles, ça n'a rien à voir avec le Hamas. Et il n'y a aucune possibilité pour que le dôme de fer arrête ça. Et c'est vraiment, ils libéraient, comme ils disent, le feu de l'enfer. C'est horrible parce que j'aime pas toutes ces expressions qui reviennent à l'Apocalypse. Hein. Déluge d'Al-Aqsa. Quand on sait le rôle d'Al-Aqsa dans la Bible, hein, le troisième temple, la reconstruction du troisième temple, etc., qui est là où est installé Al-Aqsa. Donc l'envie, parce qu'au cours des jours précédents, l'attaque des terroristes du Hamas, il y avait quand même des colons, et par centaines, qui étaient en train d'essayer de virer l'esplanade des mosquées et de demander à ce que ce soit détruit pour construire le troisième temple d'Israël. Et donc, ce qui est un des paramètres de l'Apocalypse, si on revient à l'eschatologie, et quelque chose d'encore plus épouvantable, c'est que Netanyahou et Tsahal ont décidé d'appeler cette guerre épée de fer. Et épée de fer, c'est un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, le 3e cavalier de l'Apocalypse, le cavalier de la guerre totale, le cavalier de l'Armageddon. Et il ne peut pas y avoir d'erreur sur le nom. On ne peut pas appeler ça épée de fer par coïncidence. C'est véritablement quelque chose qui est biblique, et ce n'est pas dans n'importe quel Apocalypse, c'est l'Apocalypse de Saint Jean. Et c'est un cheval de sang, donc épée de fer, et le cheval devient tout rouge, parce qu'en fait, il y a tellement de sang qui va être répandu, qu'en fait le sang remonte et colorie tout le cheval en rouge. C'est comme si c'était une éponge. Et donc, ça veut dire que c'est un massacre, en fait. Et ça s'appelle la guerre totale, hein, dans l'Apocalypse. C'est vous savez, hein, et le suivant, c'est la famine. Donc, on est quand même, il y avait les maladies, donc la guerre totale, la famine, et le 4e cheval, alors qui est soit le premier, soit le 4e, et qui serait le cheval blanc et la lumière, entre guillemets. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Pour l'instant, on ne voit que les 4 chevaux extrêmement... enfin, les 3 chevaux négatifs. Et on peut les voir, parce que la famine, on sait tous que dans le cadre de la stratégie climat, on a des gens comme Kiri qui ont réussi à convaincre plein de pays de tuer leur cheptel de vaches, d'arrêter tel type d'agriculture, de tuer... les poules, de tuer les canards, de tuer les machins, d'interdire tel type de récolte dans telle région d'Afrique, sinon ils n'auraient pas d'aide, etc. Et donc on a détruit un tiers de notre capacité agricole à l'échelle du monde. Si les Russes ne compensaient pas ça, et les Chinois, etc., on serait déjà en famine. C'est pour ça qu'en fait on avait ces corridors humanitaires dans lesquels l'Occident se sert, parce que l'Occident crée les conditions de la famine, mais elle continue à se servir à 80% dans les corridors humanitaires. C'est ce qui a choqué les Russes, et c'est pour ça que les Russes ont dit stop, hein, parce que non seulement c'est utilisé pour transporter des armes et des mercenaires, mais en plus, ça ne va pas aux pays pauvres. C'est pas possible, c'était ni l'esprit, ni les clauses du contrat, parce que c'est comme tout, après c'est inversé, donc c'est toujours, tout est inversé. Ça fait monter les prix en Occident. Exactement. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Monter les prix en Occident, l'inflation, les règles pour, tu sais, pour mettre les maisons aux normes, etc. Ben c'est d'arriver à vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Parce qu'aujourd'hui, avec l'inflation, avec l'augmentation des impôts, avec tout ça, mais la vie et le fait de posséder quelque chose devient délirant. Et on entend les discours de Jacques Attali en disant, bah voilà, il va y avoir 3 mondes. Et il va y avoir un monde de gens super riches qui seront des espèces de nomades de luxe qui auront tout.
Il va y avoir un monde avec les gens hyper pauvres qui n'auront rien, ils seront 5 milliards et en fait ils pourront mourir à tout moment, tout le monde s'en foutra. Et il y aura un monde au milieu qui sera prêt à être totalement asservi au monde du dessus parce qu'il rêve de les rejoindre et parce qu'il a une trouille bleue d'aller en bas. Mais on est déjà dans ce monde. Et le problème, c'est que nous, on entend ça et ça nous choque. Mais pour un certain nombre de personnes qui l'écoutent, c'est le mode d'emploi en fait. C'est l'eugénisme et c'est le transhumanisme. Et c'est cette société où en fait on maintient artificiellement en vie des gens alors qu'ils pouvaient vivre très bien, très très bien. Franchement, la Terre, elle est capable de nourrir et de rendre tous les habitants heureux. Elle a été construite pour nous. Donc elle a été construite pour parfaitement fonctionner pour nous de la manière avec laquelle elle fonctionne. Et il faut que les gens fassent des bébés et il faut qu'ils soient heureux d'avoir des enfants, etc. Parce qu'aujourd'hui, la natalité dans le monde, elle baisse considérablement. Mais elle baisse considérablement. Il n'y a qu'en Afrique, un pays très peu injecté, où elle continue encore à monter. Et encore une fois, l'Afrique, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas l'avenir aujourd'hui du monde? Et c'est pour ça qu'il y a tellement de convoitises et d'envie sans cesse de détruire et de laisser ce peuple très très bas en fait. Et seuls les Chinois et les Russes essayent, les Chinois en installant des infrastructures, les Russes en leur apprenant à se défendre et à avoir leur propre monnaie, essayent de se rebeller. Et je ne peux jamais m'empêcher, depuis que j'ai découvert qui était Kadhafi par rapport aux images d'Épinal d'un homme horrible, et vraiment je vous invite à découvrir Kadhafi qui était un personnage très très différent de ce qu'on a présenté de lui. Et c'est quand même une marque infernale sur l'attitude qu'a eu Obama, beaucoup Sarkozy et Tony Blair, qui est le seul à s'être un petit peu excusé. Il y a plein d'affaires qui vont avec, mais surtout un personnage qui est emblématique de toutes les monstruosités qui ont lieu en termes d'intervention, que ce soit en Yougoslavie, que ce soit en Irak, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie, et il est toujours là, c'est BHL. En parlant de M. Jacques Attali, Jérusalem, justement, était son rêve de gouvernement mondial. C'est là qu'il voyait le siège. Mais il n'est pas le seul. Hein. Ils sont nombreux à rêver de ça. Et il y a des choses, je ne peux même pas dire, des vraies vidéos que j'ai vues, ou des choses que j'ai vues dans ma vie, mais on n'imagine pas à quel point le mal absolu monte. Ensemble, Stéphanie, on a fait une longue vidéo où on parlait du portrait officiel de Macron. Tout le monde s'amuse régulièrement à regarder les couvertures de The Economist et essayer de les décrypter. Et The Economist a beau être un journal qui appartient à la famille Rothschild, qui est vraiment un journal important au niveau mondial depuis longtemps, leurs couvertures sont... elles sont sympas, mais elles sont imparfaites. Et donc, chaque année, The Economist fait d'autres couvertures, et à longueur d'année, ils en font. Et elles sont annonciatrices d'un certain nombre de choses, elles sont codées, et elles parlent un peu en prospective de l'état du monde et des perspectives d'état du monde. Et on peut regarder la couverture de 2012-2013, donc c'est toujours en fin d'année, hein. Donc ça chevauche une année et ça démarre sur l'autre. C'est le principe de ce numéro-là de The Economist. Mais la photo d'Emmanuel Macron, elle a été tellement parfaite dès 2017 qu'il n'a aucune raison d'en changer. Elle nous dit qui il est. Elle s'impose à nous dans toutes les mairies après avoir existé depuis 6 ans, puisqu'il a attendu juin l'année dernière pour l'imposer en fait, alors qu'il l'avait fait en mai. Enfin, il a attendu mai pour l'imposer. Et tout est codé, tout est dit, tout est montré. Et je suis désolé de me répéter sans cesse, mais effectivement, on a cité Attali, Macron, BHL, Soros. Ils sont friands de symboles finalement. Mais il y a un personnage. Le graphisme de ces couvertures, il y a des choses qui sont parlantes. Mais il y a un personnage qui est particulier. Et je sais pas, je peux pas juger les autres personnes parce que voilà, c'est. Mais il y a un personnage qui nous dit qu'il est, avec son portrait officiel, c'est Emmanuel Macron. Et il nous dit qu'il est un personnage très particulier dans la hiérarchie du mal. Et je vous invite à regarder cette vidéo, à regarder d'autres vidéos que j'ai faites sur ce sujet, d'autres articles. Et puis
peut-être petit à petit, il y a de plus en plus de personnes qui étudient ça et qui observent. Je crois que c'est quelque chose qui maintenant, même dans d'autres pays, interpelle les gens parce qu'ils se rendent compte qu'il y a cet aspect eschatologique très fort. Mais voilà, il y a des gens qui ne sont pas forcément dans le bien, il y a des gens qui n'utilisent pas forcément leur cerveau et leur potentiel pour le bien, il y a des gens qui sont méchants à l'insu de leur plein gré, il y a des gens qui sont méchants de leur plein gré, il y a tous les types de profils. Mais il y a un espèce de méchant absolu, et parfois je me demande si c'est pas un couple, un binôme, qui fonctionne... ouais, vous avez dit le mot... Pour paraphraser Teilhard de Chardin, on peut dire le mal a toutes les audaces et il ne s'en cache même pas. Il ne doit pas s'en cacher puisqu'il doit avoir notre consentement. C'est-à-dire que la structuration même du mal, c'est qu'on y adhère en fait, on signe un pacte avec lui. Et donc le principal problème de notre époque et de nos... le vrai problème, c'est que les gens signent par petits cercles, qui devient de plus en plus grand, un pacte avec le mal. Et autant sur les injections, ça a été un consentement aussi, parce qu'en fait, on n'était pas véritablement obligé. Donc on a accepté de se faire injecter, les gens qui l'ont fait. Ou c'est un consentement extorqué. Extorqué, mais qui reste un consentement. Qui reste un consentement puisqu'il y avait des moyens d'y échapper. Ouais. Exactement. Il y a, et c'est vraiment important, puisqu'ils insistent pour le dire, ils insistent pour le rappeler. Et ceux qui ont le mauvais rôle, c'est les injecteurs. Ce n'est pas ceux qui ont fait la loi, puisque dans le système médical français, les bras comme armés, dans plein de... Exactement, ce sont injecteurs. Eux les coupables. Et on reprend tout le Icomika, vous voyez, c'est... les chaînons exactement, du système. Les petits rouages élémentaires, et on relit la banalité du mal d'Arendt, on relit tout ça, et on comprend comment ça fonctionne, en fait. Même chose avec l'Ukraine, mais là, cette fois-ci, c'est pire. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que des gens que je respectais, que je trouvais sains d'esprit, que je trouvais droits, que je trouvais justes, sont en train de montrer qu'il y a quelque chose en eux qui est cassé, il y a quelque chose en eux qui est malsain, et c'est pire parce que c'est pas animé par des émotions. Je vous remercie infiniment, Bertrand Scholz. Merci Stéphanie. N'oubliez pas de partager, de commenter cette vidéo. N'oubliez pas d'en parler à vos proches.